Allez. Alors, vous avez remarqué que ce soir, on a eu 2 types de bougies allumées. On a eu, en fait, d'un côté, le match, les bougies, les lumières de l'écran plasma. Et de l'autre côté, nos vieilles bougies de Hanouka, nos bougies qui ont plus de 2000 ans. Et moi, personnellement, je prends vraiment ça pour un clin d'œil d'Hachem, ce qui s'est passé ce soir, parce qu'on s'est retrouvés finalement à 17 h, vraiment à la minute près, avec ces 2 bougies qui se présentent à nous. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va décider de regarder. Et en fait, c'est tout l'enjeu de Hanouka. Il faut comprendre que Hanouka, c'est pas un combat qui est un combat antique, mais c'est un combat qui est ô combien actuel au niveau collectif comme au niveau individuel. D'accord? Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va essayer d'éliminer la graisse qui est en nous. Alors, graisse, d'accord? Je ne parle pas de faire une liposuction. G-R-E-C-E, d'accord? Le Yavan qui est en nous. Et vous allez voir qu'en fait, le combat contre Hanouka, c'est vraiment le combat de l'humanité. Et c'est le combat de tout un chacun. Et c'est un combat de chaque jour, de chaque instant, de chaque heure. Et on va essayer de comprendre un petit peu, rentrer dans les détails de cette fête. D'accord? De comprendre qu'est-ce qu'en fait on va venir célébrer, qu'est-ce qu'on va venir marquer. Et on va essayer de dépasser un petit peu les idées un petit peu peut-être superficielles qu'on aurait sur cette fête-là. Alors déjà, on va s'intéresser à la Mishnah, comment on nous parle de Hanouka. C'est écrit comme ça. Mahi Hanouka, quelle est la raison de Hanouka? Et on nous enseigne, le 25 qui se lève, les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont souillé toutes les huiles qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. D'accord? À ce moment-là, les Hashmonaïm, donc c'était des Kohanim, des Kohen, ils ont pris les armes, ils les ont vaincus, ils ont repris le temple et ils l'ont inauguré de nouveau. C'était le 25 qui se lève, d'accord? Hanouka veut dire inaugurer, inauguration. Et ils ont voulu allumer la menorah, mais ils ont trouvé que des huiles souillées. Et au miracle, ils ont trouvé une petite fiole. Sauf que cette fiole ne devait durer que 1 jour et qu'elle a duré 8 jours. Et à partir de là, chaque année, on allume des bougies en souvenir de ce miracle et pour remercier Hachem. Alors déjà, ça ne fait pas sens. Parce que je viens de vous lire une histoire, il y a une énorme anomalie. C'est quoi? C'est que, vous savez combien ils étaient les Hashmonaïm? Ils étaient à peu près une bande de 50. On va dire qu'ils ont réussi à lever au max 5000 personnes. Vous savez combien ils étaient les Grecs? 500 000. Et ils étaient armés comme des dents. Et il n'y a jamais aucun pays qui a résisté aux conquêtes grecques. Et on a 50 papis, non c'était vraiment des papis, les Kohanim, d'accord? Imaginez 50 rabbins de Bnei Brak qui ont dit allez on va faire la guerre contre les États-Unis et qui gagnent. D'accord? Et après on te dit quoi? On te dit mais tu sais ce qu'ils ont célébré? Ils ont célébré qu'ils ont trouvé une fiole d'huile cachère et qu'elle a duré 8 jours au lieu de 1. Mais ça fait pas sens. Ce que tu devrais célébrer, c'est la victoire militaire. C'est ça qui est le plus impressionnant. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, première question. Deuxièmement, on nous dit dans la prière, donc c'est un deuxième type de texte, on nous dit que la Grèce, chez Amda Malchut Yavan Aracha, Alemecha Israël, quand la Grèce s'est levée contre le peuple juif, les Ashkiram Toratecha. Ils ont essayé de nous faire oublier notre Torah. Maintenant, moi j'ai une question. Comment tu fais pour faire oublier à quelqu'un quelque chose qu'il connaît déjà? Bizarre, non? Comment tu fais pour faire oublier? Tu vas prendre contrôle de son inconscient et tu vas lui faire oublier des informations. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a voulu nous faire oublier des choses? Et troisième question, c'est une question sur donc le Midrash qui nous parle de la Grèce. Et c'est écrit comment? C'est écrit que la Grèce, Yavan, c'est le Rocher. Le Rocher, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Pourtant, c'est bizarre. Parce que la Grèce, tout de suite, quand on dit l'Empire grec, la Grèce antique, on pense à quoi? À la philosophie.
Et quand on pense à la philosophie, on pense philosophie des Lumières. C'est ça qui est lumineux. Et à côté de ça, eh bien certains pourraient dire que à côté de ça, la Torah, c'est vieux quand même. C'est peut-être un peu dépassé d'ailleurs, peut-être un peu rétrograde. Puis il y a des lois de la Torah qui ne sont pas forcément logiques. On pourrait taxer la Torah d'obscurantisme. Pourquoi tu ne mélanges pas les la viande? Je sais pas. Pourquoi tu ne peux pas mettre Shabbat le dimanche quand ça t'arrange pas? Je sais pas. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est la philosophie qui est lumineuse et certaines personnes pourraient croire que la Torah est obscurantiste. Or quoi? On voit que c'est complètement le contraire. C'est la pensée grecque qui, elle, est catégorisée d'obscurantiste. Alors vraiment, on va essayer de comprendre dans les détails. Déjà, on va essayer de comprendre tout simplement avec l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exil grec? Alors, ça a commencé, donc l'exil grec a commencé avec la fondation de l'Empire grec 4 siècles avant notre ère. Il y a un certain homme qui s'appelle Alexandre le Grand, qui a un précepteur qui s'appelle Aristote, et qui trouve la pensée d'Aristote tellement géniale que, il décide de conquérir des terres, un maximum de terres possible, en vue de quoi? En vue de répandre la pensée d'Aristote. Répandre, en fait, il conquiert des terres, mais en vérité, c'est pour conquérir les esprits. D'accord? C'est comme ça que ça commence. Et donc, en fait, il va réussir à mettre en place une stratégie militaire qui est absolument fulgurante, d'accord? Je ne sais pas si vous avez pris ça en cours d'histoire, vous vous rappelez la tortue, je ne sais plus comment ça s'appelle là, la carapace le truc de le bouclier. Voilà, c'est ça, où ils sont tous la phalange, exactement, la phalange, donc ils sont tous comme ça en bouclier, et en fait, tout ce qu'ils veulent conquérir, ça ne laisse aucune trace sur leur passage. Et en fait, ils mettent à plat toutes les peuplades qu'ils rencontrent. Et l'Empire grec, il s'étend, au-delà des mers, il s'étend énormément. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont des gens très civilisés. Ils viennent pas pour massacrer qui que ce soit, mais ils viennent pour diffuser, en fait, leur mode de pensée. Et donc, ça ne manque pas. Ils vont aller où? En terre de Judée, là où nous, les Juifs, nos ancêtres, se trouvaient. Et comment ça va se passer? Alexandre le Grand, il va rencontrer le chef politique et spirituel du peuple juif, qui s'appelle à l'époque donc Shimon HaTzadik. Et comment ça va se passer? La Gemara nous raconte leur rencontre. Alexandre le Grand va se montrer très admiratif devant le peuple juif. Il va se montrer très admiratif devant leur sagesse. Il va se trouver admiratif devant leur culte. Et lorsqu'il va rencontrer Shimon HaTzadik, lui, le grand Alexandre le Grand, il va se prosterner devant lui, devant tout le monde, pour dire « Waouh, je lui voue une admiration sans borne. » D'accord? Ça, c'est 2 siècles avant l'histoire de Hanouka. C'est très lent comme processus. Ensuite, 1 siècle plus tard, qu'est-ce qui se passe? On a un nouvel empereur qui s'appelle Ptolémée. Et lui, toujours aussi, on va dire, admiratif de la sagesse juive, il se dit « Ah, ils ont l'air tellement intelligents, ces juifs, que, je veux absolument traduire la source de leur sagesse, qui est la Torah. Et donc, moi, je veux avoir accès à cette Torah qui a l'air de les rendre tellement intelligents. Vous savez, c'est comme les Coréens qui étudient le Talmud. Pareil, d'accord? Et ils demandent donc de traduire la Torah écrite. Ok, ça c'est encore 1 siècle avant Hanouka. Et 1 siècle plus tard, alors là, il va y avoir quelque chose de terriblissime. Terriblissime. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entrer dans le temple et ils vont venir en fait souiller l'huile qui servait à allumer la menorah. Et là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les Kohanim, les Hashmonaïm, décident de prendre les armes contre leurs oppresseurs. Ils leur mettent la pâtée et ils récupèrent le Beth Amikdash. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport? C'est pas des oppresseurs.
C'est des gens très civilisés. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le fait qu'ils soient venus et qu'ils aient souillé l'huile de la menorah? Ils n'ont pas saccagé le temple. Ça nous interpelle, non? C'est quoi ce type d'oppression, en fait? On n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi ça a été le fait d'avoir souillé la menorah qui a été, en fait, le déclencheur de la prise des armes des Hashmonaïm? C'est en fait toute la question. C'est que quand on regarde l'histoire de Hanouka, on n'arrive pas finalement à percevoir tellement quel était le danger. Ça a l'air d'être des gens très civilisés, ça a l'air de s'étendre sur une longue période, il y a l'air d'avoir une admiration. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi c'est le fait d'avoir souillé l'huile de la menorah qui a été finalement le déclencheur. Alors en vérité, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont souillé l'huile de la menorah? Vous savez que le Beth Amikdash, il est en fait en résonance avec l'esprit, avec le corps humain. D'accord? Il représente le corps humain. Eh bien, la menorah, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le Sechel Ishi, l'esprit humain. Les Grecs, lorsque en fait ils veulent atteindre l'huile de la menorah, ils veulent la souiller. Vous avez compris en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent venir polluer notre esprit. Et tout ça, c'est très pernicieux. Et tout ça, c'est derrière de grandes civilités. Mais c'est un processus lent où, en fait, ils prennent le contrôle de nos cerveaux petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Et ils nous obscurcissent la vue. Et ils nous font oublier l'essentiel. Et ils nous embrouillent. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est important, ce qui n'est pas important. D'accord? Alors on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire oublier. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire oublier? Alors pour ça, on regarde la paracha. La paracha qu'on lit toujours à Hanouka, c'est la paracha de Miketz. Et dans la paracha de Miketz, eh bien on a une rencontre, un peu comme entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand. On a la rencontre entre Yosef HaTzadik et Pharaon. D'accord? Et Pharaon, dès qu'il voit Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Ah, j'ai ouï dire que tu as la maîtrise de l'interprétation des rêves. » Donc pour info, Pharaon a fait des rêves qui ne laissent pas en paix et ça commence à sérieusement le turlupiner. Et en fait, il a besoin de quelqu'un pour lui interpréter les rêves. Dès qu'il voit Yosef, il lui dit « Ah, j'ai entendu que tu étais génial, que tu avais la maîtrise de l'interprétation des rêves. » D'accord? En vérité, qu'est-ce qu'il a essayé de faire quand il a fait ça à Pharaon? Nos sages nous disent qu'il a essayé de flatter Yosef. Il lui a dit « Tu sais quoi? T'es génial. Et tu sais quoi? Moi aussi, je suis génial. Eh ben, on va parler entre gens géniaux, toi et moi. Tu es génial, pourquoi? Parce que tu as l'art d'interpréter les rêves. Parce que tu réussis. Parce que tu es talentueux. » En vérité, ça commence par un semblant d'admiration, ça commence par de la flatterie. Mais lorsque je dis à quelqu'un « Tu es génial, tu vaux quelque chose. Parce que tu réussis. Parce que tu maîtrises. Parce que tu es talentueux. » Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le fond, je le dévalorise. Parce que si quelqu'un est génial uniquement parce qu'il réussit, ben ça veut dire que quoi? Que quoi? Que quand il rate, il ne vaut plus rien. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Moi, quand je rate, quand j'ai un échec, ça y est, je ne vaux plus rien. Mais attends, quand j'ai un échec, c'est peut-être pas à cause de moi. Il y a tellement de paramètres aléatoires entre réussir et rater. Et puis, on ne prend pas en compte les efforts que j'ai faits. Au final, ce n'est pas forcément le résultat. On voit très bien entre les enfants, il y en a qui ont eu des notes qui sont un petit peu médiocres, mais qui se sont données pour un examen. Non, c'est le cas de ce matin, Léa. Nos enfants, ils ont révisé à fond, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas été pris. Eh ben, moi, je leur ai acheté un cadeau. En fait, on a réalisé que l'erreur qu'il a faite, elle était écrite comme ça dans le contrat. Ah, en plus.
Mais vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'en fait... Mais ils ont révisé comme des fous, comme des fous, comme des fous. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont gagné, Myriam. Parce que justement, c'est Yavan qui veut te faire croire que tu vaux quelque chose quand tu réussis. Et ça, en fait, c'est ce que Pharaon a essayé de faire avec Yosef. Et ça, c'est ce que les Grecs ont essayé de faire avec les Juifs. Et c'est ce que la société occidentale veut faire avec nous. Nous faire croire qu'en fait, notre valeur, elle dépend de notre réussite. Donc notre valeur, elle est relative. Et c'est très stressant. Et dans le fond, c'est très dévalorisant. Surtout que moi, je sais, j'ai des moments lumière, des moments obscurité. D'ailleurs, lumière, or, et rocher, donc obscurité. Quand on allie les deux guématriotes, les deux valeurs numériques, ça nous donne quoi? Ça nous donne Israël. Nous, on sait que on a des moments où on réussit et des moments où on réussit moins. Mais ça ne vient jamais entraver notre valeur intrinsèque. Ça, c'est la première chose. Regardez tout ce que ça vient engendrer, cette flatterie dont on essaye de nous rendre dépendants. Deuxièmement, ça me rend dépendant du quoi? Du regard des autres. Et donc, du coup, j'ai besoin d'être flattée, j'ai besoin d'être likée, j'ai besoin d'être appréciée. Et du coup, ça me rend très vulnérable. Et c'est très dangereux parce que si je suis sensible à la flatterie, vous n'avez qu'à relire les fables de La Fontaine, le corbeau et les renards. Comment il arrive à lui faire ce qu'il veut à la fin, le renard avec le corbeau? Par la flatterie. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça peut m'emmener dans des bonnes directions. Donc, c'est agréable d'être flatté, ça donne un coup de push. Mais attention, c'est un coup de push qui peut me faire totalement dévier. Donc, soyons clairs, toute personne a besoin de kavod, de dignité. Tu veux tuer quelqu'un, tu lui enlèves son kavod. On a besoin de kavod, ça fait partie intrinsèque de l'humanité. D'ailleurs, la neshama, elle s'appelle kavod. Mais quoi? Si moi, j'ai pas mon kavod intérieur, ce qu'on appelle en hébreu kavod atzmi, mon estime personnelle qui n'est pas blindée, eh bien du coup, je vais vouloir le chercher ailleurs. Et donc, en fait, pour le chercher ailleurs, je risque d'aller dans les mauvaises directions pour aller le chercher. Et c'est ça qui, d'ailleurs, peut faire dévier nos enfants. Une fois, Marie, il a rencontré un rave qui s'occupait, en fait, des jeunes ce qu'on appelle qui sont sortis du chemin. Ça veut dire, c'est des jeunes qui sont nés dans des familles pratiquantes, des familles de Torah, et qui sont partis dans une autre direction. Et il lui a posé la question, il a dit, quel est le point commun à tous ces jeunes que vous rencontrez? C'est un homme de terrain. Alors il lui dit, je vais te dire, c'est ni le niveau social, c'est ni le niveau intellectuel, c'est pas du tout ça. C'est en fait des enfants à qui on n'a pas blindé l'estime personnelle. Et arrivé dehors, il y a des racailles qui disent « Ouais, tu sais faire ça, tu es capable de faire ça. Ouais, Ezegever, c'est... Tu déchires, quoi. » Quoi, moi, je déchire? Mais je veux déchirer. Qui ne veut pas déchirer? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je vais être à la recherche de ces félicitations. Et bien, du coup, ça va m'amener dans n'importe quelle direction. D'accord? C'est pour ça qu'on doit se blinder de l'intérieur et essayer au maximum de développer une intégrité, d'accord? Et de ne pas être perméable à ces choses-là. Bien sûr qu'on est sensible, évidemment, mais c'est ça en fait, c'est des vases communicants. Plus on est blindé de l'intérieur, moins on sera sensible aux flatteries extérieures. Et du coup, moins on sera sujet à aller dans n'importe quelle direction. D'accord? Qu'est-ce que ça va créer aussi chez moi? Eh bien, quand on me dit « Waouh, bravo, tu réussis, donc tu vaux quelque chose. » Eh bien, ça veut dire que dans le fond, ma valeur, elle peut être grande, mais elle sera toujours, quantifiable. Donc en fait, elle sera toujours finie. Or, moi, ma vraie valeur intérieure, comme elle a dit Myriam, c'est quoi? C'est ma neshama. Et ma neshama, elle vient d'Hachem. Et c'est pour ça que nous, on a choisi, pour célébrer la victoire de la neshama sur la pensée grecque, d'allumer
le Shemen. Shemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. Pendant Shmona Yamim, qui sont aussi les mêmes lettres que Neshama. Pour, en fait, me souvenir, c'est 8 fois 8. Et vraiment, me souvenir que quand j'allume les bougies de Hanouka, en fait, je suis en train de rallumer ma Neshama. Je reprends conscience de ma valeur intérieure et je reprends conscience que ma valeur, elle est infinie. Elle est inquantifiable. Elle n'est pas résumable ni à un profil Instagram, ni à un CV, ni à un compte en banque, ni à une réussite sociale, ni à des photos qui traînent. Impossible. Elle est infinie. Elle s'enlève. Mais non, justement. Tu vois que l'huile, elle est inquantifiable. Celle qu'ils ont trouvée dans le Beit Amikdash, regarde, elle était censée tenir un jour, mais finalement elle a tenu 8 jours. Pour te dire que justement, ne t'arrête pas à ce que tu vois. C'est pareil avec la Neshama. Elle peut dépasser toutes les contingences. Elle est au-dessus de la nature, elle est au-dessus de la physique, elle est au-dessus de tout. Et en fait, une personne, c'est une lumière. Personne, c'est une lumière. C'est sa lumière intérieure, c'est ce qu'elle diffuse. C'est pour ça que tu as des êtres qui sont plus ou moins lumineux. Et c'est pour ça que quand une personne décède, qu'est-ce qu'on fait? On allume une Ner Neshama pour se souvenir de la lumière que cette personne a laissée sur son passage. Et vous remarquerez que dans des Shiva ou dans des Shloshim, quand on fait des, comment on dit, des Espedim, des oraisons funèbres, on parle jamais du travail, du métier que la personne a fait, de ce qu'elle a réussi. On parle de quoi? De la personne. Et vous remarquez que c'est toujours des petites histoires très savoureuses et très intimes. C'est vrai. Et en fait, on se souvient de quoi? Que cette personne, eh bien, c'était un monde en fait. C'était un monde affectif, c'était un monde émotionnel, c'était un monde relationnel. C'est ça en fait. Et donc quand on rallume le Ner Neshama, eh bien, on se souvient que cette personne c'est une lumière et d'ailleurs que cette lumière, elle est encore présente. Elle est encore présente parmi sa famille, elle est encore présente parmi les personnes qu'elle a côtoyées. La lumière, elle n'est jamais partie. D'accord? Donc évidemment qu'on ne dit pas que l'extériorité ne compte pas, on ne dit pas que l'extériorité n'a aucune valeur. Mais l'essentiel d'une personne, l'essentiel, c'est sa valeur intérieure, c'est son monde affectif, c'est son monde émotionnel, c'est tout ce qu'on vient de décrire. C'est pour ça que l'huile que l'on va choisir, vous remarquerez, l'huile c'est quoi? Ben, c'est l'intériorité de l'olive. L'olive c'est bon, c'est bien, on kiffe, d'accord? Surtout quand on est tunisien avec de la bourra et des pistaches, on adore les olives, d'accord? Mais quand on la presse, alors là c'est quelque chose de spécial, on fait sortir la pnimiout, l'intériorité de l'olive. Et c'est ça qu'on allume. Pour dire justement que c'est ça la vraie victoire, c'est ça la vraie personne, c'est ça la vraie identité. C'est la pnimiout, c'est l'intériorité. Et regardez, plus une personne se raffine son caractère, elle raffine ses midotes, ses traits de caractère, plus cette personne elle va être lumineuse. C'est exactement comme l'huile. Plus elle est raffinée, plus elle va émettre une lumière pure, authentique, infinie. C'est pareil avec nous. Plus on se raffine, plus cette lumière, on va la diffuser d'une manière authentique, pure et infinie. Et éternelle en plus. C'est ça dont on doit se souvenir. On doit se souvenir que quand on allume les bougies de Hanouka, les personnes qui nous entourent aussi, c'est des lumières. Parce que c'est vrai que dans le couple, par exemple, ce qui revient tout de suite, c'est l'immédiat. Il y a un découvert à la banque, il a grossi, il arrive toujours en retard. C'est l'extériorité, en fait. Mais en vérité, il faut se souvenir de... C'est quoi sa lumière spéciale? Qu'est-ce qui a fait que ce garçon, cette personne avec qui je me suis mariée, il y avait tous les autres garçons et il y a lui. Parce qu'il a une lumière spéciale. Et c'est ça, en fait, que je dois absolument venir, cultiver. Ce regard-là. Essayer de dépasser ces contingences. C'est pour ça que nous dit Beth Hillel qu'on va allumer un air de plus, une bougie de plus chaque jour. Vous voyez, on commence... Ah, elles sont plus là, les bougies. Elles sont là-bas. Une le premier jour, 2 le deuxième jour, jusqu'à 8 le 8e jour. Alors c'est quoi? C'est Oler Vemosif. Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire qu'en fait, mon regard, je peux choisir de cultiver le regard que je vais porter sur une personne. Je passe de 1, après à 2, après à 3, après à 4, jusqu'à 8, jusqu'au max. C'est pareil, mes sentiments, je peux avoir une portée dessus, je peux les cultiver en essayant de quoi? D'avoir une focalisation positive sur les personnes qui m'entourent. Et ça dépend que de moi. Et ça dépend justement de regarder l'essentiel chez ces personnes-là. D'accord? Donc ces bougies de Hanouka, elles viennent me redonner la vue sur ma personne et sur toutes les personnes qui m'entourent. On continue? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une valeur conditionnelle à ce qu'on dit de moi? Du stress. Ça fait du stress et ça fait que du coup, je me sens obligée de montrer. Je me retrouve dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que d'étaler mes réussites pour avoir de la valeur. Vous vous rendez compte? Je suis obligée d'investir dans ce qui fait effet, dans ce qui fait sensation, dans ce qui fait waouh, dans ce qui épate la galerie. D'accord? Instagrammable, exactement. Alors les premiers exhibitionnistes, c'était qui? C'était les Grecs. Et donc en fait, on se retrouve malgré nous à étaler. C'est les premiers exhibitionnistes. C'est ceux qui montrent quelque chose que tu es censé cacher. Par exemple, le corps. D'accord? Oui, en l'occurrence, tout ce qui est dessin de nu, etc., c'est l'art grec. D'accord? Enfin, c'est eux qui ont, on va dire, initié cette façon d'appeler ça de l'art. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, en fait, on va se retrouver à étaler, à exposer des choses qui sont de l'ordre du privé. Étaler du public, ça a toujours fait partie de ce monde, d'accord? Il y a, comme quand il y a un mariage, vous savez, à la mairie, il y a les bancs, c'est ça, comment on dit ça? Les publications des bancs. L'album de photos, dans une famille, il peut être là, l'album du photo de mariage. Mais là, j'ai pas compris, c'est des repas en famille, c'est une demande en mariage. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a rien de plus intime au monde que ça. C'est mon fils, c'est ma fille, et c'est mon copain, et c'est ma copine, et c'est mon... Je n'ai pas compris. C'est pas des choses qui sont de l'ordre de l'intime. En fait, on se retrouve un peu malgré nous, obligé d'étaler tout ça. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer en fait chez nous, un vide intérieur. Pourquoi? Parce que plus on va s'habituer à une satisfaction qui est purement virtuelle. Et plus on s'habitue à cette satisfaction, je vous ai dit, c'est des vases communicants. Et plus finalement on se vide de l'intérieur, et plus du coup on est dépendant du regard extérieur. Donc en fait on se retrouve dans un cercle vicieux. Plus on étale, et plus on est dépendant du regard, et donc plus on ressent le besoin d'étaler. Vous comprenez comment il y a des influenceurs qui deviennent fous au final. D'accord? Donc tout comme à l'époque, il y a toujours eu des gens qui ont vécu à travers des feuilletons télé, d'accord? Vous vous rappelez la chanson de Goldman? À lui, sa vie par procuration devant son poste de télévision, d'accord? Bon, moi, mes grands-mères, c'était ça, c'était les feux de l'amour, c'était ceci, c'était cela. Mais là, en fait, c'est beaucoup plus pernicieux. Parce que c'est pas seulement que tu vis à travers les personnages que tu follow, que tu suis. Alors ça, c'est vrai. Moi, j'entends beaucoup de ça. J'entends énormément de ça. Oh là là, il paraît qu'elle attend une fille. Je fais, mais comment c'est possible que tu sois au courant de ce qui se passe dans son ventre qui pourtant est opaque? Non mais c'est absolument dingue, d'accord? Donc c'est pas seulement que tu vis à travers les personnages que tu follow, c'est que toi-même tu as créé un personnage fictif à travers lequel tu vis. Mais c'est pas toi. Combien de fois je vois des personnes qui sont là comme ça, un peu déprimées, puis tout d'un coup elles veulent se prendre une photo et donc du coup elles sortent leur plus grand sourire, leur plus grand truc et là, puis après la photo est terminée, et reprennent leur truc déprimé. Et donc, en fait, tu mens à qui? D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, au lieu de kiffer notre vie, on a des sensations. Des sensations qui font momentanées, et qui peuvent être fortes, mais qui, en fait, sur le long terme, créent un vide intérieur. Mais on le voit bien. C'est que si tu as besoin que quelqu'un
te disent que ce que tu manges, c'est bon, pour apprécier ce que tu manges, bah, ça dénote quand même un grand vide intérieur. Quoi, t'es même plus capable de savoir ce qui se passe dans tes papilles. T'as besoin d'avoir des personnes qui disent « Waouh, ça a l'air bon. Ah, alors si ça a l'air bon, alors... » Vous voyez ce que je veux dire? Plus une personne, elle s'expose extérieurement, plus elle se vide intérieurement. D'accord? Et sans réveiller, comme tu as dit, les comparaisons que ça réveille. D'accord? Et du fait que du coup, ça fait de nous des êtres voyeuristes. D'accord? Le corollaire de l'exhibitionnisme, c'est le voyeurisme. Et donc toi, du coup, tu es là, tu as 5 minutes, tu es dans la salle d'attente du médecin et hop, tu as trop hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de elle et de elle. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi je me fais tant de mal en fait? En fait, je comprends pas. On ne parle pas de religion, vous comprenez? Ça, je dis que le combat de Yavan, c'est le combat de l'humanité. C'est qu'on ne parle pas de religion, on ne parle même pas de Torah encore. On parle juste d'être bien dans sa peau. Et là, tu te dis, mais pourquoi je me fais tant de mal? Et c'est pour ça que tous les grandes têtes pensantes des GAFA, ça fait, là, en général, hein, les grandes têtes pensantes, ça fait des années qu'ils ne sont plus sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir les interviews. Alors en général, il faut les chercher, les interviews, parce que du coup, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et en général, ils sont boycottés par les GAFA eux-mêmes. Mais en fait, la plupart, ils te disent que ça y est. Et quand tu leur réponds, mais ah, c'est pour des raisons spirituelles. Non, non, bien-être. Au début, ça commence par ce qu'ils appellent des retraites. Alors, c'est quoi les retraites? C'est 24 heures sans téléphone. Merci. Et Shabbat, voilà. Et là, pour nous le rappeler, donc c'est bien, ils payent ça une fortune. Tu vois. Nous, Shabbat, c'est gratos. Merci Hachem. Donc, ça commence par ça. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils sont addicts. Et donc. Et puis surtout, eux, ils sont derrière tous ces trucs-là. Donc, ils s'en rendent compte complètement. Et comme tu as dit, Myriam aussi, ça crée du stress, ça crée de la compétition. D'accord? Parce qu'en fait, on est toujours à la recherche de l'excellence. L'excellence en hébreu, ça se dit Metsuyan, Metsuyanut. Et dans Metsuyan, qu'est-ce que j'ai comme mot? J'ai le mot Yavan. C'est Mitz Yavan. C'est le concentré de la graisse, c'est la compétition. D'accord? Alors que nous, on sait que la compétition, enfin, selon notre regard juif, hein, elle est entre nous et nous-mêmes. Est-ce que tu as exprimé ton potentiel? Est-ce que tu t'es surpassé? Est-ce que tu as battu ton propre record? Est-ce que tu es fier de toi? C'est ça, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, une société qui te pousse à investir dans le visible, eh bien, ça fait que du coup, tu peux laisser un intérieur pourri. Personne ne le verra. Et ça, c'est la graisse. Alors, je vous rappelle que le rave de Alexandre le Grand, c'était Aristote. D'accord? Aristote, pour info, on l'a retrouvé, donc quand il est mort, on l'a retrouvé dans une maison close. D'accord? Donc, c'était pas l'être le plus moralement élevé, on va dire. Et même lorsqu'on lui posait la question, parce que il avait une vie de dépravé. Quand on lui posait la question, mais je comprends pas, toi tu enseignes l'éthique. Si tu enseignes l'éthique, c'est censé t'engager moralement. C'est censé te porter vers le haut, changer tes standards relationnels. C'est censé te transformer de l'intérieur. Ah non, il n'y a aucun rapport. Quand j'enseigne l'éthique, et après, je vis ma vie de dépravée et ça ne regarde personne d'autre que moi. D'accord? Donc c'est pareil. Bien bougé. Il s'exprime. Ouais. Il est d'accord. Donc quoi? Donc c'est la brillance à l'extérieur et l'obscurité à l'intérieur. De toute façon, personne ne va le voir. Et donc en fait, ça te donne finalement des gens qui font des grandes conférences sur le couple et machin. Puis à l'intérieur de la maison, il trompe sa femme et ça ne le dérange pas du tout. Des personnes qui te font des grands trucs, oui, l'éducation, machin. Et à côté de ça, les enfants, je te raconte pas. Le businessman super successful, mais tu sais qu'en fait, il a fait sa carrière en écrasant les autres. Alors évidemment que nous, on sait qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qu'on est à l'intérieur. Mais
Il y a une volonté de rejoindre les deux. C'est ça qui nous détermine. C'est ça qui d'ailleurs nous tire vers le haut. C'est un moteur. Mais si tu restes comme ça et tu laisses le décalage comme ça, mais en fait, il fait que grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas que ce qu'on fait en dehors, c'est mal ou quoi. Bien sûr qu'on investit dans le dehors. Bien sûr que nous, le regard des autres compte. Je dis pas que ça compte pas. Mais regardez, la menorah, où est-ce qu'on la met? On la met bepetar habayit. C'est quoi bepetar habayit? À l'entrée de la maison. C'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Pour dire justement, en fait, ce que tu es à l'extérieur, tu dois essayer aussi de l'être à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la Hanouka va faire le lien. Attention à ne pas développer ton extérieur au détriment de l'intérieur. D'accord? Et du coup, c'est une société qui valorise quoi? Eh bien, ça valorise le mondial, ça valorise les grands titres, ça valorise tout ce qui est fait. Mais alors, ce qui se passe chez toi, mais on s'en fiche, quoi. Ce qui se passe chez moi, mais c'est la guerre mondiale dans la chambre de mes enfants, là. C'est beaucoup plus important que la guerre n'importe où. Enfin, pour moi, à moins que je sois chef d'état-major de je sais pas quoi. Mais sinon, c'est ça qui est le plus important. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait de valoriser certaines choses, soi-disant à grande échelle et soi-disant importantes, ça fait que moi, mes choses essentielles de ma vie, ben, je les dévalorise. Et le fait de valoriser ce qu'il y a d'extraordinaire, ça fait que je dévalorise ce qu'il y a d'ordinaire. D'accord? Je m'explique. Si vous vous levez le matin et vous mettez un post sur Twitter ou sur, je sais pas, Facebook ou sur n'importe quel réseau social et vous écrivez « Ce matin, je me lève et je suis en bonne santé ». Je vous assure que votre post, il va faire un grand flop. Mais alors vraiment, un super grand flop. Hein? Ça met l'œil. Mais pourquoi? Eh ben, en fait, donc du coup, en fait, tu dévalorises. Regardez un autre exemple. Vous partez en vacances. D'accord? Donc vous arrivez à Dubaï, tac, la photo, truc, l'hôtel, le machin et tout. Ok. Après, vous rentrez chez vous. Dans votre maison. Si vous faites une photo, bonjour, je suis rentrée chez moi, c'est nul comme poste. On est bien d'accord. Donc en fait, ça te fait dévaloriser les choses normales. Or, un juif, il sait que ce qu'il y a de ordinaire, en fait, c'est extraordinaire. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir une famille, le fait d'être en bonne santé, c'est merci Hachem. Et bien tout ça, je le passe à la trappe. C'est pour ça que je vous dis, je passe à côté de ma vie. Je passe complètement à côté de ma vie. Et on valorise qui? On valorise les gens importants. D'accord? Mais nous, les juifs, on a toujours valorisé du plus humble au plus grand la même chose. Ce matin, je me suis remémoré plusieurs histoires à propos du Rav Mordechai Eliyahu, comment il était sensible aux enfants. C'était le grand rabbin d'Israël. Alors une fois, il y a un enfant comme ça qui fait la queue pour demander une bracha. Et en fait, on le double, on le dépasse. Et là, à ce moment-là, il arrive devant le rabbin, il fait « Haïti Kodem, j'étais premier ». Et tout le monde se met à rire. Et là, le Rav Mordechai Eliyahu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Vous riez, mais moi je pleure. Comment j'ai pas vu cet enfant? Ma vue s'est obscurcie. » C'est en fait, on a le regard de Yavan quand on ne voit plus les enfants. D'accord? Et une autre histoire dont je me suis souvenue, parce qu'on ne voit plus les petites gens. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis souvenue aussi qu'une fois, il y avait le Premier ministre, il avait rendez-vous avec le Premier ministre, et il avait aussi un enfant à qui il s'était engagé de faire la coupe de cheveux. Il s'est retrouvé dans un très long embouteillage. Et à ce moment-là, son chauffeur lui dit « Écoutez, Rav, soit vous allez... » Tu connais cette histoire? Soit vous allez à la coupe de cheveux de l'enfant, ou soit vous allez voir le Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller voir le petit garçon. Le Premier ministre, il peut attendre. D'accord? Donc, voilà. C'est pour ça que Yosef, quand Pharaon il va lui dire « Ouais, t'es génial », qu'est-ce qu'il va lui répondre? Biladai. C'est quoi Biladai? Alors Biladai, c'est sans moi, sans façon. Je rentre pas dans ton jeu.
je ne veux pas rentrer dans ton jeu de la flatterie, parce que je sais où ça peut me mener. Et sache que si tu veux me valoriser par rapport à mes réussites, eh bien ça ne marchera pas. Et si tu veux faire de ma valeur une valeur inconditionnelle, ça ne marchera pas, ma valeur elle est absolue. Et si tu veux faire de ma valeur quelque chose qui est quantifiable, ça ne marchera pas non plus parce que ma valeur elle est infinie. Ne viens pas me réduire à un compte, ne viens pas me réduire à des photos, ne viens pas me réduire à tout ça. Moi je sais ce que je vaux. Et grâce à ce biladai, eh ben, Pharaon il va être très très décontenancé. Et tout de suite il va reprendre une humilité et il va avoir une conversation avec Yosef qui va être d'un tout autre ordre. D'accord? C'est ce biladai en fait qui va nous sauver. C'est quoi? C'est de dire, je vois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si on peut en dire aussi sur Hanouka. D'accord? Donc c'est quoi les ashkiyar? Les ashkiyar, donc faire oublier. Tu veux faire oublier à quelqu'un l'essentiel, bien fais-lui oublier qui il est. Fais-lui oublier qui il est. Fais-lui oublier son identité et tu vas voir que il va oublier tout le reste. Et d'ailleurs, les ashkiyar, shechicha, l'oubli, bah, c'est les mêmes lettres que rocher. D'accord? Alors, c'est pour ça que qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a répondu à la première question. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Grecs. Donc, on a dit que ça a commencé avec Alexandre le Grand qui a, au début, voué une admiration. D'accord? On a compris ce que ça voulait dire, en fait. Ce que ça peut engendrer. Ensuite, on a dit quoi? On a dit Ptolémée. Il est arrivé, donc c'est un autre empereur, un siècle plus tard. Et il s'est dit, génial, je vais faire traduire leur Torah. On est encore un siècle avant Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se disent, bon, bah, ils ont l'air très intelligents, ces juifs, et donc moi je veux avoir accès, je veux que tout mon peuple ait accès. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 70 sages, il va les enfermer chacun dans une pièce, il va leur donner un Sefer Torah, il va leur dire, voilà, vous communiquez pas entre vous, il n'y a pas de WhatsApp de toute façon, et vous allez me sortir une traduction fidèle. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un miracle, et que en fait, eh bien, les 70 versions vont sortir identiques à la virgule près. D'accord? Et là, le jour où on a traduit le Sefer Torah en grec, eh bien, nos sages ont décrété un jour de jeûne. C'est le 10 Tevet. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet. Oui, c'était le 10 Tevet. Il y a marqué que... Quel rapport avec Hanouka, la traduction de la Torah? Ben ça, c'est... Quel rapport avec Hanouka? C'est un siècle avant Hanouka. C'est l'Empire grec, donc l'empereur Ptolémée qui a voulu nous faire ça. D'accord? Merci. Alors moi, je pose la question comme Myriam. Je dis, attends, c'est grave qu'on a fait ça? Au contraire. On se dit, attends, d'ailleurs, la Torah, vous savez que le Pentateuque, c'est un best-seller depuis 5000 ans quand même. Enfin, 3500 ans. D'accord? Exactement. Ben, c'est la base de toutes les traductions. Et tu te dis, non mais attends, c'est bizarre qu'ils réagissent comme ça, les sages. Ils disent, à partir de ce jour-là, l'obscurité s'est abattue sur le monde. Vous remarquerez encore toujours cette idée d'obscurité. Et là, on se dit, mais au contraire, elle est accessible à toutes, à tous. Et ben, notre Torah, elle est géniale, tant mieux, nous, on est généreux, on veut en faire profiter à tout un chacun. Alors en fait, l'idée, c'est quoi? Il explique comme ça, Rav Jacobson, il dit que, en fait, quand tu prends la Torah et tu la traduis, c'est comme si tu prenais un tableau d'un artiste, un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre, et que tout d'un coup, bah, tu peux lui faire des photocopies couleur. Tu peux même envoyer sur WhatsApp des photos de l'œuvre d'art. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est génial parce que c'est accessible à tout le monde, mais les gens ne savent plus faire la différence entre l'original et la copie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, tout d'un coup, ils disent, ah, génial, ça c'est la Torah, ben, je vais la lire en français. Oh, tiens, c'est intéressant, Adam et Ève. Oh, c'est intéressant, Jacob et ses enfants. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont cette idée de la Torah que ce sont des histoires intéressantes qui appartiennent à un autre millénaire.
Et nous, on dit, ah non, non, mais je t'explique, t'as pas compris du tout, là. La vraie Torah, elle est dans le Lashon HaKodesh, elle est en hébreu. Et sache que la Torah, elle a 600 000 lettres. Et que, nous dit le Harizal, derrière chaque lettre se cachent 600 000 interprétations. Tu comprends un peu le nombre de messages qu'elle veut venir te faire passer, cette Torah? En fait, la Torah écrite, c'est la sagesse d'Hachem, la Chorma d'Hachem, qui a été comme zippée dans un fichier. Et la Torah orale, c'est le code unzip, je sais pas comment on dit, pour déchiffrer. Et toi, tu es en train de complètement passer à côté. En train de me réduire la Torah à des histoires du passé, révolues, et à ce qu'on appelle des mythes fondateurs. Et c'est ce que même, il y a beaucoup de juifs qui pensent, et ils te disent, quoi, tu vas encore un cours de Torah? T'as encore quelque chose à apprendre? Mais tu l'avais pas lu déjà l'année dernière, cette histoire-là? Je t'explique. Chaque année, un nouveau regard, chaque année, quelque chose de nouveau à apprendre, parce qu'elle est infinie, comme la Neshama, elle n'est pas quantifiable. D'accord, il y a 600 000 mots, mais ces 600 000 mots, ils ont une infinité de messages à te faire passer. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de Torah. Et c'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Or, la Torah de lumière. Il nous dit, pourquoi ça s'appelle la Torah de lumière? Il nous dit comme ça le Maharal. Je vais vous expliquer. C'est très profond. Il dit en fait, la pensée grecque, c'est quoi? La pensée grecque, c'est de dire que je ne crois que ce que je vois. Je peux déterminer que quelque chose est vrai que si je l'ai mesuré, je l'ai expérimenté, je l'ai prouvé. Mais tant que je ne l'ai pas prouvé, mais si je ne peux pas le prouver, alors c'est pas tenu pour vrai. Si je ne le vois pas, alors ça n'existe pas. Mais imaginez 2 secondes qu'on éteint la lumière et que vous ne me voyez pas. Est-ce que ça veut dire que je n'existe pas? D'accord? Donc c'est quand l'arrogance rejoint la mauvaise foi, ça donne ça. C'est-à-dire, tu peux comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir, mais que tu peux percevoir. Des choses que tu peux pas sentir, mais que tu peux pressentir. Des choses que tu ne vois pas, mais qui existent quand même. Des choses qui sont au-dessus de ton intellect, mais tout simplement parce que ton cerveau humain, il est limité. Tu peux comprendre ça? Ah non. Moi, en fait, pour connaître le monde, il faut que je l'expérimente. Alors, il explique le Maharal. Pourquoi c'est en fait la vraie obscurité? Parce que quelqu'un qui est dans le noir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir tâtonner. Oui, il va tâtonner là, la table pour savoir, ah, ça c'est une table, là il y a un coin, là il y a un truc. Imaginez qu'on est tous comme ça dans une pièce. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la pièce, ça va prendre du temps et ça va prendre des coups. On va se prendre des coups et puis il y aura beaucoup de tâtonnements et puis il y aura beaucoup d'erreurs pour à la fin avoir éventuellement une image de ce qui se passe dans cette pièce. Mais combien d'expérimentations il va falloir? Et puis tout d'un coup, paf, Léa, elle allume la lumière, interrupteur. Et là tu fais, ah, mais j'y vois clair. Vous avez compris? La pensée grecque, c'est ça, c'est de dire, en fait, on va devoir expérimenter, chercher. Et combien d'erreurs sont faites au passage? Et nous, on a Torah Or, c'est la lumière. Istakel Beoraita, Dieu a regardé dans la lumière de la Torah et il a créé le monde. Donc c'est pour ça que nous, les Juifs, on a plein de données, par exemple, dans le domaine de l'astronomie, mais qui remontent à des milliers d'années, bien avant l'invention de nos télescopes. On savait déjà, c'est écrit dans le Talmud, quelle était la révolution lunaire. 5 chiffres après la virgule. Nous, on savait ça, avant l'invention du télescope. On connaît déjà le principe du vaccin. C'est écrit dans le Talmud, Yoma. Il y a marqué que si un homme s'est fait mordre par un animal qui est visiblement qui a la rage, on doit lui inoculer de la substance qui se trouve dans l'estomac de l'animal. Pasteur dit même dans ses mémoires que c'est grâce au Talmud qu'il a découvert le principe du vaccin. Non.
D'accord? Donc tout ça, on sait déjà. Parce que nous, on a la Torah Or, c'est vachement plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, eux, bah, du coup, comme je vous ai dit, tâtonnent. Ouais, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez fait en cours de bio, oui, la datation au carbone 14, genre c'est censé être le truc infaillible. Puis après, 10 ans après, dans les nouveaux programmes, oui, bon, bah, la datation au carbone 14, finalement, c'est pas si fiable. Donc, du coup, tout est remis. Mais ça veut dire qu'en fait, ce que tu enseignes, mais il y a 80% qui est faux, parce que tant que tu n'as pas montré, c'est le principe, tant que tu n'as pas montré que c'est faux, c'est tenu pour vrai. D'accord? Et c'est comme, par exemple, vous savez, la théorie de l'évolution. Donc, un des trucs que Darwin, il a dit, bah, pour pouvoir valider ma théorie, il va falloir trouver des fossiles intermédiaires. D'accord? Bah, ça fait 80 ans qu'on les cherche et qu'on ne les trouve toujours pas, mais ça ne les dérange pas d'enseigner la théorie de l'évolution en bio. D'accord? Donc, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, du coup, à chaque fois, tu as des nouveaux instruments de mesure. Avant, tu avais la physique, après, tu as la physique quantique. Tu avais la biologie, après, tu as la génétique. Et donc, à chaque fois, ça vient détruire une partie de ce que tu disais, de ce que tu voyais avant. D'accord. Il y a vraiment eu des différentes rationnelles. Ils ont vu par rapport aux mesures des cerveaux, etc. Après, Myriam, on fera un cours dessus si tu veux. D'accord. Et donc ça, en fait, c'est ça. C'est que finalement, on a voulu faire passer notre Torah pour obscurantisme, tout simplement en enlevant son intériorité, en enlevant son contenu, en enlevant son authenticité. Vous avez compris? Alors, c'est quoi la troisième chose? Eh bien, c'est le rapport à la réalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Ça vient d'où, ça? Ça vient encore une fois de ce qu'ils ont initié. En Grèce, ils avaient ce qu'on appelle une grande place à côté de l'acropole qui s'appelait comment? Qui s'appelait l'Agora. Vous connaissez l'Agora? L'Agora, en fait, tout le monde pouvait venir. Il y avait des débats publics. Et tu parlais du sujet que tu voulais, avec qui tu voulais, et tu disais ce que tu voulais. Et à la fin, eh bien, les gens ils rentraient chez eux et ils répétaient ce qui avait été dit à l'Agora. Ça vous fait penser à quoi? La télé, au groupe Facebook. Oui, alors qu'est-ce que vous pensez de... Je sais pas, attends, t'es un expert, t'as fait des études dans le sujet. Non, c'est juste une ménagère qui est devant son écran à 14h et qui a que ça à faire de déblatérer des théories sur des choses qu'elle ignore totalement. Et les gens, ils y croient. Et tu te dis quoi? Tu te dis, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. Si tout le monde en consomme, c'est que c'est pas nocif. Moi, je vois parfois, et je le dis à mes élèves, et je le dis aux filles qui se marient, etc., parce que des fois, elles ont des questions, les pauvres. Et je leur dis, écoute, je comprends ce que tu ressens. Tu as l'impression d'être seule, la seule normale sur une planète de fous. Et tu te dis, si tout le monde... Quand c'est que tu es dans un asile de fous, tu dis, attends, si tout le monde est fou, c'est en fait les gens qui sont normaux et moi qui suis folle. Alors je leur dis, non. Toi, tu penses droit, toi, tu penses émettre. Et si tout le monde a décidé de se mettre d'accord sur des théories vaseuses qui les arrangent, et que tout le monde le fait parce que tout le monde le dit, c'est leur problème à eux. Toi, tu as un cerveau, tu penses droit, tu penses juste, et c'est ça que tu dois tenir. C'est quoi en fait la lumière? La lumière qu'ils ont voulu nous enlever, les Grecs. C'est la lumière de la clairvoyance. Clairvoyance. C'est écrit comme ça. C'est quoi la clairvoyance? C'est le discernement. Hachem, il a inventé le discernement quand il a quoi? Il a séparé la lumière des ténèbres. C'est ça le discernement. En vérité, tu veux mettre quelqu'un dans l'obscurité, tu veux lui obscurcir la vue, c'est pas de le mettre dans le noir. C'est de lui faire croire que la lumière c'est l'obscurité. L'obscurité c'est la lumière. C'est ça en fait qu'ils ont voulu nous embrouiller la tête. C'est ça qu'ils ont voulu souiller le séchel, l'huile de la menorah. Vous avez compris? Et nous, on ne va pas tomber dedans. C'est-à-dire que on te fait croire que tu vaux quelque chose parce que tu as réussi, c'est faux. On veut te faire croire que cette personne elle est importante parce qu'elle a fait un tel event avec 500 personnes. So what?
On veut faire croire que ta vraie lumière, c'est quand tu brilles à l'extérieur, alors que toi, tu sais très bien que ce qui importe dans la vie, ce sont les petites victoires de l'intérieur. Et que ça, tu pourras jamais mettre un écran dessus, parce que ça n'intéresse personne, si ce n'est toi et lui. D'accord? On a voulu te faire croire qu'il n'y a que la science qui est vraie, mais même la science, elle se remet en question, et que ta Torah, elle est obscurantiste, alors que ta Torah, c'est le vrai émet. On a voulu te faire croire que la Coupe du Monde, elle est plus importante que tes bougies de Hanouka. J'ai pas encore vu. T'attendais que Messi gagne, que le Messi arrive, que Mashiach arrive pour allumer. Donc vous avez compris. On a posé une première question. On a dit pourquoi ils ont choisi de célébrer la petite fiole d'huile au lieu de la victoire militaire. Maintenant on a compris. Parce qu'en fait, s'ils avaient choisi de célébrer la grande victoire militaire, bah, ça voudrait dire que les Grecs auraient gagné. Parce que ça veut dire que nous, on valorise les grandes choses et non pas les petits miracles du quotidien. On a posé quoi comme question? On a dit, comment on fait oublier à quelqu'un les choses? Comment tu veux le rendre amnésique? Non, t'as pas besoin de le rendre amnésique. Fais-lui oublier son identité, fais-lui oublier qui il est, après il oubliera tout le reste. Et on a dit quoi? On a dit c'est Rocher. On a dit pourquoi c'est le Rocher alors que c'est la philosophie des Lumières? Ben justement, parce qu'elle veut te faire croire que la lumière, c'est eux, alors qu'en fait c'est l'obscurité, et que ta lumière à toi, elle est obscurantiste. Non, non, non. On va pas se laisser embrouiller. D'accord? Vous avez compris que Yavan, c'est une grande embrouille qui continue encore aujourd'hui, 2000 ans après. C'est ce qu'on appelle, Yavan, c'est le galout, c'est l'exil de l'esprit, galout ada'at. On veut embrouiller notre esprit, on ne sait plus ce qui est vrai, pas vrai, ce qui est important, pas important, on n'arrive plus. Ensuite, on a dit quoi? On a dit que c'est le galout à Torah, c'est l'exil de la Torah. Et nous, on va se recentrer sur cette Torah qui est Torah Emet. D'accord? Et on a dit quoi? Et c'est Galout HaNeshama. C'est l'exil de la Neshama. Et nous, on va se rappeler qui on est. D'accord? Alors, quand on allume les bougies de Hanouka, cette semaine, et moi j'ai essayé de le faire ce soir déjà, et vous vous en souviendrez tous les jours, et Bezrat Hashem toutes les autres années. Vous allez vous souvenir en fait que cette lumière que vous allumez, en fait, elle illumine trois choses. Premièrement, elle réillumine votre Neshama. Vous ravivez l'intensité de votre Neshama quand vous êtes en train d'allumer les bougies de Hanouka et vous dites « Ma Neshama et ma valeur, elle ne sera jamais conditionnée par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Elle est intrinsèque, elle est infinie et elle est éternelle. » Deuxièmement, vous allez vous souvenir que quand vous allumez les bougies de Hanouka, vous rallumez la lumière de la Torah sur le monde. Vous rallumez la lumière de la Torah sur le monde. On a encore plus de Torah, on a encore plus de rabbanim, on a encore plus de discours sensés, on a encore plus tout ça, on a encore plus d'outils pour mener notre vie de la meilleure façon possible. On fait descendre ça sur terre. Et on dit, ne me fais pas croire que tes lumières, c'est la lumière, ma lumière, c'est ma lumière. D'accord? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on rallume? On rallume ce qu'on appelle la lumière du Or Haganouz, c'est ce qu'on appelle la lumière du discernement. C'est que en fait, on ne va pas tomber dans le panneau, on ne va pas tomber dans le piège et nous, on va continuer de penser droit, continuer de penser avec intégrité et même si on a l'impression parfois d'être un peu seul sur notre planète et tout le monde qui pense à l'envers, souvenez-vous, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien et c'est pas parce que tout le monde en consomme que c'est bon. D'accord? Et donc, on va rallumer à chaque fois ces trois lumières, la lumière de la Neshama, la lumière de la clairvoyance et la lumière de la Torah. Et on va pouvoir se recentrer sur nous-mêmes et raviver notre flamme intérieure. Et Bezrat Hashem, vous allez voir que naturellement, ça va venir rayonner à l'extérieur. Amen. Voilà. Hanouka Sameach. Quoi? C'est bien.